Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La communauté d'Afrique de l'Est aura sa monnaie unique à l'horizon 2027. Ce projet commun aux 7 pays de la zone constitue le 3e pilier de l'intégration de l'EAC après la création de l'union douanière et du protocole sur le marché commun. Le numérique pour accélérer l'inclusion financière en Afrique. La hausse du taux de pénétration d'Internet sur le continent favorise la digitalisation des services financiers. Enjeu considérable pour la population non bancarisée qui se compte toujours en centaines de millions. Et déjà leader dans la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire entend prochainement s'imposer dans le broyage de l'or brun. Objectif affiché par les autorités, transformer 100% de la production locale de cacao d'ici 2030. Mais tout d'abord, nouvelle candidature déclarée dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. L'opposant Franck Diongo, leader du parti mouvement Lumumbiste progressiste MLP, a présenté ce lundi devant la presse son projet en vue du scrutin prévu en décembre 2023. L'ancien opposant à l'ex-président Joseph Kabila, aussi allié pendant un temps à Moïse Katumbi, dit vouloir mettre fin au régime de l'actuel président Félix Tshisekedi, dont il critique sévèrement le bilan. Rappelons que le processus d'enrôlement des électeurs congolais est en cours. Il a débuté le 23 décembre dernier en vue des élections présidentielles, législatives et provinciales annoncées pour décembre 2023. La communauté d'Afrique de l'Est, EAC, prévoit de lancer sa monnaie unique à l'horizon 2027, une monnaie commune aux 7 pays de la zone. Pour un marché de 300 millions de personnes, il faut rappeler que l'EAC est déjà compté parmi les zones économiques les plus intégrées de l'Union africaine. Plus de détails avec Nathalie Mo. La communauté d'Afrique de l'Est ramène la création de sa monnaie unique à 2027. La monnaie unique, dont l'institution était prévue en 2024, facilitera les affaires et la circulation des personnes dans la région, selon le secrétaire général du bloc communautaire, Peter Matouki. La communauté d'Afrique de l'Est est un marché de 300 millions de personnes dans lequel le commerce a généré des revenus de 10,17 milliards de dollars en fin 2022. Une fois que nous aurons une monnaie unique, cela favorisera le commerce à une vitesse supersonique car c'est un catalyseur du commerce dans la région. Le commerce est l'un des piliers principaux de l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Les importations et les exportations entre les 7 États membres sont passées de 13% en 2019 à 20% en 2022. Ces performances ont été attribuées à la levée de barrières non tarifaires au sein de l'espace communautaire. Nous voulons avoir une commission qui va réglementer les banques commerciales, les assurances, les autorités du marché des capitaux, tout ce qui ne relève pas des auspices de la Banque centrale régionale. La monnaie commune marque le 3e pilier de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est après la mise en place de l'union douanière et du protocole de marché commun. Le secrétaire général de la communauté est-africaine prévoit l'établissement de l'Institut monétaire en 2023, un pas important, préalable à la création de la Banque centrale régionale. La connectivité en Afrique est en hausse. 40% de la population sont désormais connectés à Internet, ce qui favorise la digitalisation des services financiers. Cette tendance permet aux centaines de millions de personnes non bancarisées en Afrique subsaharienne d'avoir accès aux services financiers. Les explications de Marcel Amouin-Kouassi. Selon la Banque africaine de développement, l'utilisation des services financiers numériques pourrait augmenter le PIB de tous les marchés émergents d'ici à 2025, soit un total de 3,7 billions de dollars, un PIB qui pourrait créer jusqu'à 95 millions de nouveaux emplois dans tous les secteurs de l'économie, d'augmenter la productivité globale
et les niveaux d'investissement et de réduire les fuites des dépenses publiques. Il faut que ces plateformes soient sécurisées, elles le sont pour la plupart du temps. Il faut que ces plateformes soient autorisées, elles le sont dans certains pays. Il faut que ces plateformes soient efficaces, elles le sont également parfois. Donc tout est réuni pour que les États membres en Afrique se plongent dans cette affaire, dans ce secteur, pour que l'on puisse quand même réglementer et assurer aussi la sécurité des transactions pour le client, c'est-à-dire pour l'usager, mais aussi pour le secteur financier dans son ensemble. Parce qu'aussi, il ne faut pas créer des risques importants sur le secteur financier. Selon les chiffres, le taux moyen de pénétration d'Internet en Afrique s'élevait à 43% en 2022, contre 42% l'année précédente. Une tendance en hausse qui favorise la digitalisation des services financiers parce qu'elle simplifie les processus financiers, aide à réduire les coûts et renforce la sécurité. La digitalisation permet aux institutions financières d'offrir de nouveaux services aux consommateurs et réduit par ailleurs les risques. Elle offre également aux usagers une plus grande efficacité et transparence dans les transactions financières. Nous parlons aujourd'hui d'innovation et les nouvelles technologies nous facilitent cette innovation. Donc il va de soi que quand on fait le calcul aujourd'hui, en termes de digitalisation, d'abord la digitalisation n'est pas le niveau de digitalisation même de l'administration africaine dans chacun de nos pays, etc., est bas. Un effort est en train d'être fait au niveau de chaque pays. Et évidemment, pour réduire ces taux, réduire ces commissions prises sur les transferts, nous pensons que la digitalisation a un apport plus qu'important. La numérisation des services financiers devenant une tendance croissante sur le continent permet aux entreprises d'en tirer profit et d'accroître leur productivité. Cependant, selon de nombreuses personnalités africaines, des efforts restent à faire, notamment en matière de réduction du taux de transfert, qui s'élève à 8% pour l'Afrique, un taux qui, selon elle, irait à l'encontre des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En Zambie, une hausse progressive des prix de l'électricité a récemment été approuvée par le gouvernement. Ce plan s'étendra sur 5 ans. Cette politique a pour but d'attirer davantage d'investissements dans le secteur de la production d'électricité. Un sujet de Séverin Dequeux. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 17% pour inciter les investisseurs privés dans le secteur de la production de l'électricité. Ainsi en a décidé le gouvernement zambien le 13 janvier 2023. L'augmentation progressive, qui s'étalera sur 5 ans, devrait permettre de juguler la crise énergétique en perspective à cause de la demande de plus en plus grandissante. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix, ne rien faire n'est pas une solution, car nous savons que dans les 5 prochaines années, nous aurons des pénuries d'électricité graves et nous ne voulons pas suivre cette voie. D'après le directeur général de l'Office de régulation de l'énergie ERB, Johan Mokabe, les tarifs pratiqués en Zambie ne reflètent pas les coûts et les besoins en termes de production, de transmission et de distribution de l'électricité sur la période 2021-2040 s'élèvent à 14,03 milliards de dollars. Il est nécessaire d'investir dans le système électrique pour répondre à la demande croissante, selon l'étude des principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040. Selon l'étude, les principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040 seront les clients domestiques, résidentiels et commerciaux. Un total de 14,3 milliards de dollars est nécessaire pour la production, le transport et la distribution entre 2021 et 2040. Les tarifs actuels ne reflètent pas les coûts et devront augmenter en moyenne de 17% entre 2020 et 2025 en dollars réels. ZESCO, la compagnie publique de l'électricité, n'est pas en mesure de faire face à l'augmentation attendue dans ce pays d'Afrique australe où seulement 20% de la population a accès à l'électricité avec des délestages fréquents pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde et entend bien s'imposer prochainement dans le broyage local de fèves de cacao. Objectif affiché, dépasser son principal rival, les Pays-Bas, en transformant 100% de la production locale de cacao d'ici 2030. Les précisions de Cheikh Omar Kamara.
Les broyages de fèves de cacao en Côte d'Ivoire ont atteint 172 357 tonnes dans la période allant de décembre 2021 à décembre 2022, soit une hausse de près de 9% par rapport à la campagne précédente. Cette annonce provient de l'association des exportateurs ZEPEX. Pour dynamiser le développement de la filière cacao, les autorités ivoiriennes ont réaffirmé leur volonté d'accroître la transformation locale des produits agricoles pour améliorer les revenus des agriculteurs. En ce qui concerne la capacité de broyage en elle-même, elle a connu une évolution positive, passant, on va dire, d'une capacité estimée à 545 000 tonnes dans les années 2013, aujourd'hui une capacité estimée à, on va dire, environ 900 000 tonnes en 2022. La plus importante du monde devant les Pays-Bas au jour d'aujourd'hui. Cette évolution s'explique principalement par, on va dire, l'extension des capacités installées au niveau des groupes tels que les Barry Callebaut, Cargill, mais également aussi avec l'implantation de nouvelles unités, notamment celles qui étaient inaugurées récemment à San Pedro. Produisant plus de 2 millions de tonnes de fèves de cacao par an, la Côte d'Ivoire est leader mondial du marché avec plus de 40% de l'approvisionnement mondial en cacao, mais ne transforme actuellement que 33% de sa production. Le gouvernement veut donc accélérer la transformation industrielle de l'or brun. Pour cela, le pays s'est doté de nouveaux parcs industriels. Nous pouvons dire sur ça que cet objectif a peut-être atteint, dans la mesure où aujourd'hui, la demande de fèves de cacao, généralement stimulée par le broyage de fèves et le commerce de tout ce qui est produit semi-fini de cacao, ne fait que connaître une croissance qui tourne en moyenne à 4% par an. Au niveau national, on a toujours un besoin de nouvelles en termes de capacité de transformation pour pouvoir atteindre les objectifs de cacao. Également, on a une subvention qui est accordée aux transformateurs nationaux de cacao et on a une réduction des frais de caution, d'agrément et d'existence d'un DUS différencié en faveur des transformateurs nationaux. Et également, on a un marché qui est existant. Ce qui fait que cette dynamique-là pourra être croissante et on espère pouvoir atteindre l'objectif fixé d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a une capacité totale de broyage de 712 000 tonnes. Il est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur. Vous l'avez peut-être manqué en décembre dernier, la 3e édition du Choc des Titans s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Notre journaliste sportif José Douglas revient pour nous sur ce gala qui a notamment pour but de redonner à la Côte d'Ivoire son statut de pays de boxe. Il s'appelle Jimmy Traoré et il veut redorer le blason de la boxe sur le continent et ça passe par la Côte d'Ivoire et le Choc des Titans qui s'est déroulé au mois de décembre à Abidjan. On l'a initié parce qu'on a croisé un jeune boxeur ivoirien à Paris, Doumia Youssouf, qui à travers avec lui, quand on est rentré à Abidjan, on a vu un peu l'engouement autour de son projet. On a vu qu'autour de lui, les jeunes étaient en train de fédérer un nouveau rêve par le sport, par la boxe. Et donc on a organisé le Choc des Titans en 2 éditions en gala. Et la 3e édition, c'est décembre dernier, on a fait une caravane depuis le mois de juillet dans les communes de Port-Boué, commencé à Tekoubé jusqu'à Boaké en venant à Bobo. Et après, on a répertorié un certain nombre de jeunes qui ont une certaine valeur d'après nos stats. On a ramené au Palais des Sports ce décembre. On a fait un championnat avec eux pour confronter les communes, pour créer un nouveau concept dans le sport, dans la valeur de la boxe. Un choix réfléchi parmi les boxeurs car la prudence est de mise et doit être respectée dans le noblard. Ce rendez-vous a reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de boxe et de l'une des plus grandes fédérations, l'IBF, International Boxing Federation. Ça, c'est pas nouveau. Depuis l'ère de Mobutu Sese Ouazzabanga, depuis l'ère de Faure-Boigny, il n'y a pas eu de gros mécènes qui ont cru encore à ce projet-là. Et donc la boxe est en train de mourir. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on commence à crescendo, ressortir la tête de l'eau. Et avec des mécènes aussi aujourd'hui, comme le Premier ministre ivoirien Achille Patrick, le chef de l'État, le ministre des Sports Dom Paulin Claude, tous sont en train de nous pousser pour qu'on crée un nouveau rêve par la boxe. À un an des JO de 2024 où l'Afrique doit être aussi très bien représentée. Abidjan est devenu tellement vivant que tous les gens qui sont venus, par exemple un Palestinien qui est venu pour l'événement, 2 de Paris, tous ceux-là ont compris que Abidjan peut créer la nouvelle porte de sortie pour les jeunes par la boxe. Des combats ont eu lieu dans toutes les catégories. Au cours de cette soirée, les préparatifs de la prochaine manifestation sont en cours et nous entendrons dans une prochaine édition les grands projets que nous formule Jimmy Traoré, pour qui le noblard doit retrouver sa place initiale sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.